Madame, monsieur, bonsoir. Excusez-nous pour ce léger retard dû à des raisons involontaires. Il est de coutume dans ce programme que personnellement, je brosse le portrait de l'invité pour permettre à vous, téléspectateurs, de cerner la personnalité installée dans le mythique fauteuil rouge, mieux apprécier la pertinence du choix porté sur elle et comprendre l'opportunité de sa présence en rapport avec les thèmes qui sont abordés dans cette émission. Les sujets de ce soir, sachez-le, seront divers et tourneront autour de la politique, la gestion de la cité. Mais exceptionnellement, je laisserai la main à mon hôte afin qu'il esquisse lui-même, en quelques mots, son portrait. Tout au plus, je dirais que Abel Elimi Lobé, puisqu'il s'agit de lui, est conseiller municipal dans la commune d'arrondissement de Douala 5e, élu sous les couleurs du SIF, un parti qu'il a bien plus tard quitté. Abel Elimbilové, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Oui, c'est une grande opportunité pour moi d'être ici et de pouvoir donner quelques avis, étant entendu que globalement la situation du pays doit pouvoir nous préoccuper au premier chef, avec tout ce dont vous avez envie de parler, mais d'une manière générale, l'année 2018 s'est retrouvée être une année très compliquée. Tous ces problèmes de sécurité qui se posent, et en même temps, c'est l'année où on doit revoir toutes les institutions du pays qui participent à la gouvernance. La présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils municipaux. Ça a été encore une année où on a avancé dans la mise en place des institutions prévues par la Constitution. Donc on peut dire que 2018, tout un agenda. Très, très, très spécial, voilà. Mais j'aimerais bien que vous brossiez votre portrait. Selon vous, qui est Abel Elimbilové? C'est très difficile, très souvent, de parler de soi-même. Vous aurez dû faire l'exercice. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis le dernier enfant d'une famille de 4 personnes. Et mon père est sorti de l'ENAM dans les années 63. On l'a détaché au chemin de fer. Et j'ai fait toutes mes classes à l'école principale de la cité Six Garçons, où j'ai d'ailleurs rencontré monsieur comme qui était notre aîné, ce qui explique que nous ayons une amitié, même si nous avons des avis différents sur les questions qui concernent le pays. Après, je suis allé au Suez de Bonadoumbé par concours, et puis le lycée de Nouvelle, et puis l'université de Yaoundé de l'époque. Et à l'université, alors que j'étais en deuxième année, comme j'étais déjà très politisé, j'étais leader étudiant, j'étais secrétaire général de l'amicale des étudiants de la faculté de sciences. À cette époque-là, il y a eu des troubles et on a estimé que j'étais impliqué alors que je ne l'étais vraiment pas. Ben, on m'a arrêté, on m'a interné 7 mois à la sécurité militaire au ministère de la Défense à Yaoundé. Et quand je suis sorti de là, mon père m'a envoyé continuer mes études d'abord en Côte d'Ivoire, où j'ai fait une année blanche, parce que mes dossiers avaient été retenus à l'université. Puis je suis reparti au Sénégal. Et entre-temps, je suis d'abord revenu au Cameroun chercher mes dossiers, ce qui n'a pas été compliqué. Et l'université Cheikh Anta Diop m'a recruté, où j'ai finalement avancé j'ai repris mes études de physique. Voilà, j'ai eu une licence de physique et j'ai fait une 4e année de physique appliquée, un certificat de physique appliquée. Et puis, dans le même temps, j'ai fait des études de maintenance industrielle et un peu d'informatique aussi, voilà.
Alors, Donc, quand je reviens au d'accord, Cameroun, ouais, excusez-moi. voilà, quand je reviens au Cameroun, la coopération française me prend pour faire de moi un technicien des équipements chargé de la maintenance des équipements hospitaliers. Je fais une partie de ma formation, enfin c'était un stage à l'hôpital général de Douala et puis on m'envoie à l'hôpital à Quintigny. Monsieur Ntoné, le docteur Ntoné Fried, délégué de gouvernement actuel, est alors à ce moment directeur de l'hôpital à Quintigny. Finalement, je ne reste pas à l'hôpital parce que je n'ai pas beaucoup une âme d'employé. Je suis donc allé créer moi-même mes propres affaires. J'ai commencé par créer une entreprise de maintenance. J'ai commencé à avoir quelques petits travaux au port de Douala, etc. Et puis finalement, j'ai créé une entreprise de blanchisserie. Comme les travaux en entreprise, c'était pour avoir des marchés, il fallait la corruption et tout. Et je ne suis pas très programmé pour fonctionner comme ça. Donc j'ai quitté les marchés publics, les marchés privés et tout ça pour m'installer en clientèle privée. J'ai créé une petite unité de blanchisserie qui existe jusqu'aujourd'hui. Et c'est d'elle que je vis en fait. Donc elle me permet de faire tout ce que je veux faire, de voyager, de financer mes activités politiques. Et voilà, elle me confère une certaine autonomie financière qui me permet d'exister. Alors, quel type... Je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 qui sont dans l'enseignement supérieur, dont l'aîné qui est une fille qui se trouve, qui fait ses études en Tunisie. Le deuxième est un garçon qui est à l'Université catholique de Douala ici, en 2e année de chimie. Et puis les 2 autres, dont une qui fait des études en anglais, qui est donc qui se prépare à être une anglophone. Voilà, et puis quand je suis revenu au Cameroun, j'ai pris ma carte dans le SDF. C'est le docteur Ndiakwa qui était maire à ce moment-là, de Douala Premier, qui me recrute. Président provincial à l'époque. Voilà, il était président provincial du SDF à ce moment-là. À surtout les années 96, il me semble. Non, c'est 98. Un peu après. 98, oui. Parce que je suis revenu en 98. Dès que je suis revenu, ayant suivi toute la lutte des pères des années 90 et ayant essayé d'apporter notre petite contribution, parce que la diaspora n'est jamais en reste. Donc nous-mêmes, où nous étions, nous avons pris notre part, mais ce n'était pas l'époque où on élisait déjà à l'étranger. On ne votait pas, mais voilà, on a suivi tout ça et on prenait notre part de douleur par rapport à tout ce que le peuple de l'opposition qui aspirait à un changement pouvait vivre. Donc nous avons partagé ces moments-là à distance. On a espéré que le changement allait arriver en 92. Malheureusement, il n'est pas arrivé. Donc, dès que j'arrive, mon premier souci est de prendre ma part dans la lutte pour le changement. Ce que j'ai choisi de faire immédiatement dès que j'ai déposé mes valises. Et j'avais choisi le SDF de militer. D'ailleurs, il y a beaucoup de partis de gauche. Mais j'avais choisi de militer dans le SDF parce que ma conception des choses me commandait déjà à ce moment-là de voir que la question anglophone allait exister. Je savais que nous n'étions pas en train d'être justes vis-à-vis de la communauté anglophone et je me disais qu'il ne sera pas bon que le 3e président soit toujours un francophone. Alors, pour revenir un peu sur... Et comme le SDF était le principal parti capable d'amener un anglophone aux affaires, j'ai estimé que c'était là-bas qu'il fallait aller. Donc, tout le séjour que j'ai eu dans ce parti, j'ai toujours rêvé de faire contribuer à faire en sorte que un anglophone arrive aux affaires. En même temps, le SDF en 98, on sort des années 92, vous l'avez dit.
est ce parti populaire, est ce parti qui, dans son déploiement, donne l'espoir? Est-ce que vous n'avez pas simplement voulu monter dans un train qui était déjà lancé en espérant que, au regard de la vitesse de ce train-là, vous arriverez très vite au sommet et en 2016-17, essoufflement, vous comprenez que vous n'y parviendrez pas avec ce train? Non. Oui, je comprends votre question. Elle est même en quelque sorte symptomatique hein, du comportement de certains acteurs politiques qui font la politique par calcul. Font la politique par calcul. En fait, quand je rentre à ce moment, j'ai beaucoup plus encore un esprit d'étudiant. Un esprit d'étudiant. Et les étudiants, dans leur engagement politique, très souvent ne sont pas calculateurs. Ils ne voient pas le positionnement politique comme quelque chose qui doit participer à l'affirmation économique et sociale. Ce n'est pas un emploi. Au contraire, je me rappelle que quand je vais voir le docteur Ndiakwa, après que nous nous soyons entretenus, il s'est exclamé en disant que c'était beaucoup de courage de rentrer des études et de choisir là où la vie va être certainement très difficile. Parce que la fonction publique, déjà, je ne me destinais pas à la fonction publique, mais on pouvait aussi envisager que quand vous êtes dans l'opposition, justement, une opposition aussi voyante, ça pourrait, c'était pris à l'époque comme un sac à problème pour réussir son insertion professionnelle. On ne va pas vous recruter très facilement dans la fonction publique ou dans les entreprises qui sont sous influence de l'État quand on sait que vous vous opposez au gouvernement. Donc, prendre une carte du parti, ce n'était pas rechercher la vie facile. Alors, encore une ou deux questions qui sont directement liées à votre personnalité avant d'aborder les questions plus nationales. Quel genre d'élèves, d'étudiants et les brefs moments d'employés que vous avez fait, vous l'avez dit à l'hôpital La Quintinetti, vous étiez cet élève toujours à l'heure à l'école, ponctuel, assidu, écoutant savamment et en très bonne compagnie avec ses camarades, repartant à l'heure dite? Cet employé qui écoutait son patron, exécutait la tâche, ou alors autrement, celui qui pensait que le professeur n'avait pas forcément raison, que le patron... Je veux dire, quel genre d'élève, quel genre, dans votre position, j'ai failli dire, d'assimiler, je ne veux pas être péjoratif, mais quel genre de personnalité étiez-vous? J'ai toujours été un élève agité. D'accord. J'ai toujours été un élève agité. Contestataire. Oui, disons que j'ai toujours été un élève regardant sur l'ordre dans lequel on fonctionne, s'il est convenable. Donc, ça fait que j'ai toujours été dans des positions de chef de classe, président de coopérative du lycée, chef d'orchestre. J'ai toujours été un élève qui prend des initiatives pour rassembler un peu les gens, l'animation culturelle. Quand j'entre au CES de Bonadoumbé en 1975, en classe de 6e, on a passé le concours avec un certain nombre d'amis. Donc, certaines hautes personnalités de notre pays aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de les citer, on va créer notre premier orchestre de musique. Et je suis un animateur du collège, quoi. Je m'occupe de la coopérative naissante. Notre directeur Lombard Richard nous donne vraiment l'encadrement et la latitude qui fait en sorte que, comme moi j'étais un fils de fonctionnaire, j'avais à la maison un discours sur l'État, sur la fonction publique, la marche, les affaires publiques. Donc j'avais l'esprit polarisé vers ça. Et ça fait qu'au lycée, c'était notre petit espace public aussi. Donc, je m'occupais un peu de tout ça, le football, les clubs et tout ça. Donc, quand je vais au lycée de New-Bell, là encore, je suis recruté là-bas par quelqu'un, Madame Bele Wangé, que je considère comme la dernière génération des fonctionnaires de race
des fonctionnaires qui se vouaient vraiment pour l'intérêt général. Peut-être qu'il y en a toujours aujourd'hui. D'ailleurs, on souhaite qu'il y en ait beaucoup par rapport à ce que nous vivons avec le délitement du sens de l'intérêt général. Mais je suis un étudiant aux avant-gardes, au premier rang, et je suis président de la coopérative quand je suis en classe de première. Puis quand j'arrive à l'université de Yaoundé, je suis dans le mouvement étudiant naissant de l'époque. Je suis l'un des leaders du mouvement étudiant de 84, 85, 86. Donc en 87, il y a eu une émeute à l'université de Yaoundé. Et voilà, comme j'avais l'habitude d'être en vue, je crois que les services... Le lien a été rapidement fait. Alors, voilà, pour on a terminer, estimé que... pour terminer avec Voilà, cette... maintenant, sur le plan professionnel, je n'ai jamais été un employé. J'ai été en stage, un stage non rémunéré, qui n'a pas duré, je crois qu'il avait fait 1 ou 2 mois d'ailleurs. Et puis, c'était un stage sous la conduite des techniciens français qui étaient en détachement à l'hôpital général, dont le séjour arrivait à échéance. Donc, je n'ai jamais été un employé. Et dès que je suis sorti de là, on m'a pris à l'hôpital à Quintini. Je n'ai pas laissé à l'administration de l'hôpital le temps de formaliser un contrat de travail en bonne et due forme que j'étais parti. J'étais parti m'installer à mon propre compte parce que j'estimais que je pouvais le faire. Je m'étais un peu préparé en faisant mes études à me déployer seul. Autodidacte. Voilà, non pas autodidacte, à m'employer moi-même. D'accord. Voilà, je suis pas tout à fait un autodidacte. Non, j'ai eu des maîtres. Cette première phase, qu'est-ce qui justifie le choix de cet accoutrement? J'avoue que, personnellement, je vous ai souvent pris alors ça, c'est... Je ne vous ai jamais vu en veste et cravate, ça je peux l'avouer. Voilà. Mais en même temps, très peu souvent dans cette tenue-là. Non, qu'est-ce qui justifie que Abel Elie Lobe se soit mis en tenue traditionnelle du Nord-Ouest? Alors, pour vous faire le lien un peu, ça c'est ma tenue de mariage. D'accord. Vous êtes marié en quelle année? Vous portez ça depuis Je quelle ne sais année? même plus très bien. Bon, il y a peut-être une bonne dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années. D'accord. Parce que je me suis marié un peu tard. D'accord. Mais j'ai vécu avec la femme qui est devenue mon épouse pendant toute ma scolarité. On n'avait pas fait des enfants. On a commencé à faire des enfants quand nous sommes revenus au Cameroun. Et on a cheminé un bon bout de temps avant de formaliser notre union, nous marier. Donc, je me suis marié un peu tard. Ça, c'est ma tenue de mariage. Le jour de mon mariage, j'ai eu 2 tenues qui étaient toutes traditionnelles. À l'état civil, j'avais une gandoura et mon épouse avait porté un kaba. Et puis à la fête qui a suivi la cérémonie d'état civil, j'avais porté cette tenue. Je suis de ceux qui pensent que nous devons valoriser nos outils, ce que nous savons produire. Je suis pour le consommer camerounais, consommer africain. Je suis pour la valorisation de notre culture. C'est en raison de ces prises de position politiques que je ne me mets pas en veste cravate. J'ai porté un peu des vestes quand j'étais étudiant, mais très vite, notamment lorsque je suis arrivé en Afrique de l'Ouest, où vous verrez rarement les étudiants en veste. Les étudiants en Afrique de l'Ouest, surtout quand ils sont ivoiriens, sénégalais, burkinabés, etc., ils apprennent déjà à consommer sur le plan vestimentaire tout au moins ce qu'ils produisent. Le tissu pagne, le bazin, etc. Et j'ai estimé que c'était une attitude politiquement justifiée qui voudrait que nous donnions l'exemple. Mais ça ne me détermine pas à faire un jugement de valeur sur ceux qui s'habillent à l'occidental. Venons-en aux questions d'envergure nationale. On va peut-être commencer puisqu'on est sur votre tenue par la crise anglophone. Vous dites aujourd'hui qu'on a perdu quelques localités du nord-ouest. C'est extrêmement chaud dans le Lébi Alem.
C'est compliqué dans l'arrondissement de Bello et tous les environs. Sur la situation, en l'état de vos informations, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan humain, l'occupation des populations, sur l'adhésion des populations aux revendications, avons-nous perdu quelques localités du nord-ouest définitivement? Non, non, pas du tout. C'est beaucoup plus de la manipulation des consciences. L'État du Cameroun a les moyens de faire une guerre de cette nature. Donc, autrement, l'État du Cameroun laisse faire? Non, l'État du Cameroun ne laisse pas faire, tout simplement parce que ce n'est véritablement pas une guerre au sens conventionnel du terme, avec une armée en face. Si c'était cela, je peux vous assurer que la capacité de feu de l'armée camerounaise n'est pas très grande, mais elle est bien au-dessus de celle de ce type d'activistes. Maintenant, l'armée est face à une situation compliquée. C'est d'abord des compatriotes, c'est des Camerounais, je crois. Peut-être qu'ils peuvent avoir dans leur rang des Nigériens, des Nigérians surtout, mais sans accuser notre pays voisin, je crois que c'est des Camerounais. Et étant entendu que c'est des Camerounais, la réaction de l'armée doit tenir compte des options politiques. On ne peut pas envisager de tout casser, on ne peut pas envisager l'élimination physique de tout le monde, parce que c'est des compatriotes. Il faudra bien, lorsque ce malentendu et cette dérive politico-militaire sera terminée, on sait ce qui va se passer, parce qu'on a déjà vu ça ailleurs. On sait qu'au Sénégal, il y a eu une longue guerre civile en Casamance, mais elle s'est terminée à l'avantage de l'État. On sait qu'au Sahara occidental, avec le Maroc et le Polisario, il y a eu une très longue guerre civile, mais qui s'est terminée à l'avantage de l'État. On sait qu'en Angola, il y a eu une longue guerre civile conduite par l'UNITA contre l'État sous la domination du MPLA, avec à sa tête Dos Santos. On sait comment cette guerre s'est terminée. Mais justement, fort de ces expériences, nous devons prier pour qu'on n'ait pas la même durée en termes de timing de cette crise qui s'est militarisée. On sait que les aventures politico-militaires, en général, comme il s'agit d'affrontements dits asymétriques, je n'aime pas beaucoup parler un langage très technique parce que le petit élu local que je suis, j'ai le souci de me faire comprendre. En général, les guerres asymétriques sont de longues guerres parce que vous avez une armée conventionnelle qui est rarement formée pour mener des guerres non conventionnelles. Donc, quand vous avez des ennemis qui peuvent se fondre dans la population à tout moment, qui peuvent être assis avec vous maintenant, boire et manger, et quelques minutes plus tard, devenir une bombe, etc., etc. Vous avez les conditions d'une guerre qui peut durer. Et l'expérience partout dans le monde montre que ça a duré. En Angleterre, le Royaume-Uni en guerre contre les Irlandais du Nord, l'IRA, ça a été plus de 30 ans de guerre. La lutte contre l'apartheid, c'est 40 ans de guerre. La guerre en Casamance, c'est plus d'une trentaine d'années. La lutte contre, etc. Je reformule peut-être ma question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je sais que l'État du Cameroun ne perdra pas son territoire. Il ne perdra pas son territoire. L'intégrité territoriale va être sauvée. Il n'y aura pas de sécession. Oui, mais je voudrais recadrer ma question dans ce sens que, conscient donc de cela, on peut se dire limitons les dégâts. On peut se dire, on peut demander à l'État, on peut demander au gouvernement de trouver la meilleure solution, la meilleure réponse. C'est ce que tous les acteurs, c'est ce que tous les acteurs politiques font. Demander, suggérer, proposer même des formules. Sauf que dans ce type de situation, l'État
doit rester l'État. L'État ne doit pas perdre la face. L'État ne doit pas s'effondrer. L'État ne doit pas être en situation de faiblesse. Parce que si l'État est en situation de faiblesse, il n'est pas exclu que la victoire des politico-militaires inspire d'autres groupes, par ailleurs, inspire d'autres leaders politiques. La sécession, rien ne vous dit qu'il n'y aura pas une autre expérience sécessionniste qui va voir le jour dans une autre partie du territoire. Toutes les expériences sécessionnistes que nous connaissons dans le monde sont le fait des hommes politiques. C'est les hommes politiques qui, à un moment donné, développent la pensée qui conduit à ce type d'affrontement. Donc, comme c'est les hommes politiques, s'il y en a qui sont en train de mener une telle action au nord-ouest et au sud-ouest, rien n'indique que d'autres ne devront pas se lever demain ou après-demain, expliquer par toutes sortes d'alchimie et d'arguments plus ou moins fondés la nécessité de couper une autre partie du territoire. Je veux dire que le son de cloche qu'on entend souvent ici, nous malheureusement qui n'avons pas toujours l'habitude de nous déporter là-bas, ceux qui sont là-bas nous disent c'est bien beau d'être là-bas et de dire ce que vous dites là, pour nous faire remarquer que idéologiquement, les populations ont, du moins ils ont le sentiment que les populations adhèrent à un son de cloche, à des sirènes qui les poussent à tourner le dos au discours officiel, au discours de l'État, à cause du mal-être, à cause d'un ressenti, à cause des conditions de vie, d'ailleurs, que nous autres vivons quand même ici, pas d'eau, pas d'électricité, on regarde les richesses, il y a quand même des revendications, pour certaines qui sont pertinentes. Et du coup, les gens se disent, ok, on n'a pas le sentiment d'être dans la même République. Non, non, c'est des dérives intellectuelles organisées et développées par ceux qui prêtent leur science au développement de ce type d'orientation, d'une part, mais qui prêtent aussi leur science à une espèce de critique qu'ils considèrent comme opportune pour affaiblir l'État en situation de rivalité politique. C'est-à-dire que comme certaines personnes sont en quête du renversement de l'ordre politique qui est en place, alors on apporte un concours intellectuel à tout ce qui peut être contradiction de l'ordre politique. Et on développe donc ce type de discours. Mais cet argument serait digeste si on avait peut-être par mémoire les images du 22 septembre 2017, lorsque la population, comme un seul homme, que ce soit dans le nord-ouest ou le sud-ouest, s'est levée, les images du 1er octobre de la même année, où les uns et les autres ont montré qu'ils adhèrent quand même à ce discours différent. Non. Vous savez, il est très facile que quand on veut justifier la légitimité d'une action, de dire, parce qu'on a organisé une marche, de dire toute la population a adhéré. Est-ce que vous avez compté ceux qui ne sont pas partis dans ces marches? Vous ne les avez pas comptés. Vous avez vu des images des foules. C'est courant dans les combats politiques que lorsqu'on a mis 2000, 3000 personnes dans la rue, qu'on dise que la population est sortie. C'est la même population qui observe les villes mortes. Non plus. Vous savez, le phénomène des villes mortes peut être un phénomène volontaire, mais ça peut aussi être un phénomène contraint. Les gens peuvent être contraints de ne pas venir ouvrir leur boutique parce qu'il y a un climat de terreur que ceux qui veulent perturber l'activité économique et qui veulent utiliser l'argument de la perturbation de l'activité économique comme un argument politique majeur. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous êtes en train de compter le nombre de personnes qui se réfugient de ce côté? Nous avons une forte communauté qui vient d'arriver en Banga, qui arrive dans les régions de l'Ouest, etc. Vous comptez le nombre de ces personnes? Pourquoi elles ne restent pas faire la guerre?
ces personnes qui refusent d'apporter leur caution, parce qu'elles peuvent rester faire la guerre. Hein. C'est des hommes, c'est des adultes aussi, quand bien même il y a des enfants. Ils auraient pu rester faire la guerre. Pourquoi ils ne participent pas, ils décident de quitter pour revenir chercher la solidarité nationale du côté où il n'y a pas la guerre. Donc, vous ne pouvez pas considérer que tous ces hommes qui refusent, ces hommes et ces femmes, parce que même les femmes font la guerre, hein. La guerre de libération, nous savons très bien que dans les guerres de libération à travers le monde, les femmes jouent des rôles essentiels pour conduire les libérateurs vers la victoire. Donc, toutes ces femmes qui refusent d'apporter leur caution à l'action politico-militaire de ceux que nous appelons par la force des choses les sécessionnistes, ce sont des gens que vous ne pouvez pas considérer comme adhérents à l'action qui est menée. Parce que s'ils étaient adhérents, ils resteraient là-bas faire le combat. Alors, ils reviennent ici chercher la sécurité. Non, je pense qu'il y a une situation historique qui a été mal gérée, qui a permis qu'il y ait des frustrations politiques qu'on peut comprendre. Les frustrations économiques et sociales ne sont pas de nature à justifier la prise des armes, parce que ces situations économiques et sociales sont communes à tous les Camerounais. La région du Nord-Ouest n'est pas moins lotie que la région de l'Est. Elle n'est pas moins lotie que les régions du littoral ici. Parce que les gens me disent que quand je vais dans mon village au Nord-Ouest, je suis obligé de passer par le Nigeria. Oui, c'est possible. Mais quand vous allez en Gambie, vous êtes obligé de sortir de la région du littoral parfois pour passer par le centre. Donc, ce genre de situation qui résulte du sous-développement, qui a été la conséquence de la mauvaise gouvernance, qui dure une bonne trentaine d'années, je peux même dire une bonne cinquantaine d'années, parce que s'il est vrai que sous Ahidjo, la gouvernance était beaucoup plus rigoureuse qu'elle ne l'est aujourd'hui, on ne peut pas non plus dire que Ahidjo nous a laissé le développement économique et social. Il nous a laissé une situation économique et sociale, infrastructurelle, relativement viable, au compte tenu du temps qu'il avait mis et des moyens disponibles à ce moment. Compte tenu du temps que ce régime actuel a déjà mis, 34 ans, et des moyens dont il a disposé, il a fait ce qu'il a pu être très peu, et c'est à l'origine d'un délabrement infrastructurel ou d'une insuffisance des infrastructures. Mais ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et si c'est ce débat-là qu'on veut faire, eh bien, ceux qui prennent les armes au nord-ouest et au sud-ouest ne pourront pas gagner ce débat. Ils pourront dire qu'ils ont la liberté de faire le choix de la forme par laquelle ils expriment leur malaise. Mais beaucoup de ces gens sont chrétiens, ils savent très bien que dans la Bible, on nous enseigne que tout est permis, mais tout n'est pas avantageux. Tout est permis, mais tout ne contribue pas à bâtir. Donc, la façon qu'on choisit pour exprimer des revendications est un élément indispensable pour la finalité des revendications. Si vous choisissez d'exprimer des revendications par la guerre, vous enlevez à ces revendications-là une certaine légitimité. C'est ce que l'expérience, l'histoire du monde nous montre. Aux États-Unis, vous avez eu une guerre de sécession. Ceux qui envisageaient la sécession, ils avaient des revendications. Ils ont choisi de les exprimer par les armes. Ceux qui se sont battus pour l'intégrité du territoire américain ont décidé de sauver l'intégrité du territoire américain. La guerre a duré le temps qu'elle a duré, mais ceux qui ont refusé la sécession l'ont gagnée. Parce que la sécession n'est pas quelque chose de légitime dans la conscience du monde aujourd'hui. Si vous allez en Belgique, vous décidez de couper une partie de la Belgique, personne autour de la Belgique et dans la Belgique n'acceptera cela. Il ne faut pas que les gens pensent que la situation exceptionnelle du Sud-Soudan peut légitimer n'importe quel type de levée de bouclier. La situation du Sud-Soudan
est une situation exceptionnelle dans la mesure où vous aviez un État qui refusait de reconnaître les spécificités d'une partie de sa population sur des bases idéologiques et plutôt théocratiques. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas prendre la situation de la Casamance ou la situation du Cabinda ou la situation du Cameroun pour la comparer à la situation du Sud-Soudan. Il n'y a pas eu au Cameroun une politique d'exclusion d'une communauté nationale. Il y a eu une mauvaise gestion des spécificités et du cheminement vers une construction harmonieuse. Les pères fondateurs nous ont laissé un État unitaire. Ils l'ont créé sans qu'il y ait un seul coup de fusil qui soit tiré. Ils ont combattu la colonisation du côté anglais, du côté anglophone comme du côté francophone. Ils ont gagné la libération, ils ont rendu notre pays souverain et eux-mêmes ont choisi un cheminement par étapes qui a commencé par un État fédéral. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il valait mieux approfondir la construction et la marche vers un État unitaire. Donc ceux qui veulent couper le Cameroun ne peuvent pas trouver de bonnes raisons devant les pères fondateurs qui sont dans leur tombe, qui vont se remuer là-bas par deux ou par trois fois. Cette autre question, vous l'avez dit, d'abord il y a des troubles, donc vous avez estimé que le déploiement de l'armée est légitime, bien sûr, légal. Maintenant, quels sont les éléments politiques et stratégiques qu'il faut implémenter pour mettre un terme, et je le dis encore, à moyen ou alors un terme rapide à ce conflit-là. D'autant plus qu'il y a quand même un certain nombre de personnalités dont certains acteurs estiment qu'ils doivent prendre part au débat pour apporter des solutions. On parle de ceux-là qui sont interpellés. Et d'abord ceux qui ont été interpellés dans le Nord-Ouest et qui, pour certains, ont été condamnés déjà, 10-12 ans d'emprisonnement, parmi eux des leaders, Mancho BBC, ceux qui ont porté le flambeau de la sécession, Ayok Tabe et compagnie. Quels sont donc les éléments politiques et stratégiques, pour résumer ma question, que les pouvoirs publics, que les acteurs, le gouvernement et ceux d'en face doivent mettre sur la table pour qu'à très brève échéance, on en sorte? La crise anglophone n'est pas alimentée par des problèmes économiques. Ceux qui disent ça sont des manipulateurs. Ce n'est pas parce qu'il y a le pétrole au sud-ouest que les anglophones veulent faire la sécession. Ça veut dire que comme on est en train de trouver l'or à Ezeka, il faut s'attendre à ce que les populations d'Union et que les demandent à créer leur État, parce qu'il y a l'or qu'on a trouvé là-bas. Il y a du pétrole ici, dans le littoral. On a trouvé du gaz à Logbaba. Est-ce qu'il faudrait que les populations de Logbaba, les autochtones de Logbaba, demandent à faire une sécession? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il y a eu un malaise historique qui s'est développé après le référendum de 1972. Le président Ahidjo a pris la peine, étant l'un des artisans de la construction de l'État unitaire, il savait que le Cameroun avait deux pieds, un pied francophone et un pied anglophone, et qu'il fallait qu'il y ait une corrélation, une harmonie, une marche bien synchronisée entre ces deux pieds-là, faute de quoi le Cameroun, comme un être humain, ne sera pas en équilibre. C'est pour cela que la première constitution de 1972 prévoyait que la première personnalité, elle est le président de la République, mais la deuxième personnalité est le président de l'Assemblée nationale. Tous deux élus. Et à ce moment, la première personnalité se trouvant être un francophone, Ahidjo a œuvré de telle sorte que la deuxième personnalité soit un anglophone, pour que les deux concourent sur le plan de la symbolique qui a un impact sur les mentalités et sur l'acceptation des uns vis-à-vis des autres. La construction de ce vivre ensemble, eh bien, ces symboles-là comptent. Et
Malheureusement, lorsque, sous le président Ahidjo encore, je peux citer des grandes figures anglophones qui étaient au gouvernement. Le ministère des Transports, à l'époque, la justice, a eu à être dirigé par des anglophones. Et c'était des ministères stratégiques au regard de l'effort que le pays était en train de faire pour s'équiper. Malheureusement, sous le règne du président Biya, il y a eu des négligences. Il y a eu une considération un peu péremptoire des acquis. On a surestimé les acquis. On a estimé que l'unité était devenue une réalité. On n'a pas considéré que l'unité était une construction permanente qui nous oblige à ne rien considérer comme définitivement acquis. Mais les acteurs politiques anglophones qui ont accompagné le président Biya sont aussi responsables du développement des manquements politiques qui ont constitué le lit de la crise. Parce que, par exemple, à l'Assemblée nationale, lorsque en 84 ou 85, si je ne me trompe pas de date, on va prendre une loi qui va modifier la dénomination de l'État de République unie à République du Cameroun tout court, le président de l'Assemblée nationale est anglophone. C'est Salomon Tandem Mouna qui est président de l'Assemblée nationale à ce moment-là. 84. Bon. Il y a un certain nombre de députés anglophones à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas jugé nécessaire d'aller voir le président Biya et de discuter de cette affaire. C'était une loi. C'est une loi. Beaucoup de gens pensent au quartier que M. Biya s'est assis, il a décidé d'un trait de plume que le Cameroun, non. Ça a été discuté à l'Assemblée nationale. Et les anglophones qui étaient là à ce moment n'ont pas pris leur responsabilité pour faire entendre leur opinion sur cet acte fondateur. Abel, mais tout ça également, c'est un débat. Je veux dire que quand on connaît les pratiques et les mécanismes de ces institutions, notamment l'Assemblée nationale, avec ses majorités obèses qui obéissent à la logique du parti, moins qu'à l'intérêt de l'État, je veux dire que le reproche de dire que ces anglophones, qui d'ailleurs étaient des partisans, ou alors qui étaient des partisans président Biya, on peut pas non plus donner l'impression que... Écoutez, les dysfonctionnements du Parlement ne sont pas imputables à quelque chose d'externe au Parlement. Les dysfonctionnements du Parlement sont imputables aux hommes qui sont dans le Parlement. C'est leur responsabilité historique. C'est leur responsabilité de n'avoir pas pu se donner les moyens de dire ce qu'ils pensaient. L'histoire nous apprend qu'ils ont accepté de voter en prévoyant qu'ils allaient faire entendre au président Biya leur réserve. Mais on ne vote pas une loi pour faire entendre la réserve après. Donc c'était leur responsabilité. Ils devaient exprimer leur point de vue. Ce qui ne préjuge pas de ce qu'ils ne se seraient pas mis pourtant d'accord. Mais ils auraient dû prendre leurs responsabilités. C'est pour cela que nous disons aux uns et aux autres que n'importe qui ne doit pas être au Parlement. Le Parlement, ce n'est pas un endroit qui est fait pour des gens qui viennent se taire et être là des enregistreurs. Ce n'est pas le rôle du Parlement d'enregistrer la volonté du chef de l'État. Le Parlement, c'est un lieu de discussion avec le gouvernement. Et il faut que les gens qui sont au Parlement acceptent de discuter, de se donner les moyens de discuter. Autant on ne discute pas au Parlement, autant la culture de ne pas discuter s'est répandue, a gangréné tout le pays. On ne discute pas dans les conseils municipaux, on ne discute pas dans les conseils des communautés urbaines, on ne discute nulle part. Donc c'est une lacune politique qui est devenue même comme une forme de culture dans notre société. Maintenant, on ne va pas refaire l'histoire. Je suis contre le révisionnisme. Il faut que les gens sachent aujourd'hui que les lacunes qui ont constitué le lit de la crise anglophone, la marginalisation dont les anglophones ont parlé, si ceux qui sont au Parlement
n'ont jamais pris leurs responsabilités. Ceux qui ont lancé la guerre, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eux, ils sont en train de prendre leurs responsabilités. Même si ces responsabilités-là, la forme d'expression de ces responsabilités est critiquable, il faut considérer que ceux qui alimentent la crise anglophone et qui lui ont donné une dimension qui amène tout le monde à réfléchir aujourd'hui, qui sont-ils? C'est des gens qui ont refusé l'omerta. C'est des gens qui ont refusé de se taire. Et ils ont raison. Ils sont des acteurs politiques majeurs, Et à partir même de là, s'ils se sont engagés dans une voie qui ne nous convient pas, parce qu'on aurait souhaité, par exemple, que ceux qui pensent qu'il y a un malaise et qui souhaitent le dire, constituent des organisations politiques dont le rôle est d'exprimer le point de vue des autres. Et vous pensez comme certains analystes que 2018 est l'année Carrefour qui devrait pouvoir peut-être, de façon non formelle, instituer un référendum en faveur de la Troisième République. 2018, avec toutes ces élections présidentielles législatives. 2018 est l'aboutissement d'un calendrier que les gens n'ont pas vu venir. Je ne suis même pas sûr que quand le président Biya mettait en place ces institutions avec des élections anticipées par-ci, des élections, des mandats prorogés par-là, il faisait un calcul particulier pour que tout tombe en 2018. Néanmoins, on s'est retrouvé dans une situation où 2018 va être une année essentielle, exceptionnelle dans l'histoire. La prochaine année qui ressemble à 2018, c'est 2033. C'est-à-dire une année où toutes les élections se rencontrent et donnent lieu à la reconfiguration possible des institutions. Le Parlement va être remis en place complètement. Les conseils municipaux vont être remis en place complètement. Et avec la remise en place du Parlement, vous avez forcément la réorganisation du gouvernement. Vous aurez la modification éventuelle de la présidence de la République qui peut passer entre les mains de quelqu'un d'autre. Toutes ces situations créent l'opportunité de lever des tas de boucliers. On peut comprendre ça. Mais aucune de ces situations ne peut être opportune pour faire une guerre. Mais toutes ces situations-là justifient que les différents acteurs politiques saisissent l'année 2018 comme une année dans laquelle, ou au cours de laquelle, il faut profiter pour faire entendre ce qui ne marche pas. Et vous vous dites que la forme de l'État va se décider dans l'urne. Mais la forme de l'État ne peut que découler de deux choses. C'est ce que nous enseigne l'histoire du monde. Soit c'est la guerre, le plus fort impose au plus faible un ordre politique. Nous sommes là dans l'état de nature. Ou alors, les gens se veulent civilisés, font le choix d'une vie politique démocratique et on décide de la forme de l'État dans les urnes. La forme de l'État que nous avons ne s'est pas décidée dans une guerre. Foncha, Mouna, qui étaient des hommes puissants, il faut le savoir, que Foncha, les Mouna et bien d'autres qui les ont accompagnés dans la lutte de libération du Cameroun anglophone, c'était des hommes puissants. Ils auraient pu faire la guerre. Il ne faut pas croire que ceux qui font la guerre maintenant sont plus courageux que les Foncha. Parce que nous lisons l'histoire avec les yeux du présent. Mais les Foncha, les Mouna ont fait le choix d'une vie démocratique. En raison même de la culture universitaire, scolaire qu'ils avaient, des gens qui avaient été en Angleterre, qui avaient voyagé, qui avaient connu le monde civilisé, ils ont fait le choix d'une vie démocratique. Et ça s'est discuté, il y a eu un référendum. Donc c'est les urnes qui nous ont donné l'État unitaire. L'engagement ou l'orientation vers la décentralisation, qui n'est qu'un perfectionnement sans modification des bases de l'État, est le résultat d'une décision politique qui s'est discutée et a été adoptée dans un Parlement. C'est aussi le rôle du Parlement de prendre ce type de décision. De nombreuses décisions à travers le monde qui sont structurantes pour les États se prennent souvent dans des parlements aussi, pour peu que le Parlement est représentatif. Donc, nous ne pouvons pas considérer que la vie du Cameroun sera faite d'un remake permanent. Chaque fois, chacun va se lever un matin, va poser le problème de la forme de l'État, on va répartir dans les urnes.
Mais puisque le problème sur la forme de l'État semble se poser, il est intéressant que les élections de 2018 soient utilisées comme une opportunité pour le peuple, soit d'apporter sa caution à ceux qui posent le problème de la modification de la forme de l'État, soit alors d'apporter sa caution à ceux qui estiment que la forme de l'État n'est pas le problème du Cameroun. Et que si on change même de forme de l'État, cela ne préjuge pas du règlement des problèmes du Cameroun. Je fais partie de ceux qui pensent que la corruption qui gangrène le Cameroun est un fléau qui a eu déjà à gangréner des États fédéraux. Le Nigeria à côté est un État fédéral depuis la nuit des temps. Il n'a jamais été quelque chose pour devenir un État fédéral. Mais là-bas au Nigeria, l'une des raisons pour lesquelles le général Ojukwu a voulu faire sécession, c'était la corruption. En même temps, mais est-ce que le général Ojukwu, s'il revenait aujourd'hui... En même temps, c'est trop facile de prendre des contre-exemples. Les États-Unis, les États-Unis, c'est également un État fédéral. Hein? Oui, qui lutte au jour le jour et depuis des années et des années, voire des siècles, lutte contre la corruption. Et l'État n'est pas moins déstructuré. Voilà. Non, non, je veux dire que l'État, justement, là, c'est un contre-exemple à celui du Nigeria. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de contre-exemple. D'accord. Ces contre-exemples que vous pouvez citer confortent tout simplement le principe que ce n'est pas la forme de l'État qui est le problème. Okay. La Finlande n'est pas un État fédéral. Le Danemark n'est pas un État fédéral. La Norvège n'est pas un État fédéral. Il y a des États à travers le monde, partout, la Turquie, tous ces États, etc., ne sont pas des États fédéraux. Et vous parlez du déterminant du Parlement, mais on a déjà connu dans ce Parlement une élection, les sénateurs ont été votés. D'ailleurs, on est en attente du prochain bureau et d'aucuns, ceux qui lisent, d'ailleurs les politiques comme vous, les analystes, pensent qu'il n'y aura pas trop de changements. Mais il doit y avoir des changements. Au niveau de la présidence, au moins du bureau Il doit y avoir des changements. Sinon, l'année 2018 n'aura pas atteint la plénitude de sa mission. Vous, les conseillers municipaux, vous avez déjà, avec une majorité obèse, reconduit le RDPC comme étant majoritaire dans ce Sénat. Peu importe. Nous avons envoyé des sénateurs. La situation de la représentation des différents partis politiques au Sénat ne découle pas de cette élection. Elle découle de l'élection municipale de 2013. C'est ce qui nous fait dire aujourd'hui que l'élection municipale, qui était considérée hier comme une petite élection, avec l'entrée en fonction du Sénat depuis 2013, ce que beaucoup de gens n'ont pas vu venir, l'élection municipale est devenue l'une des élections structurantes de la nation. Maintenant, elle est derrière nous. Les sénateurs sont en place. Mais la question politique du réaménagement de l'État dans la perspective de la résolution de la crise anglophone reste entière. Quel type de signaux allons-nous donner au moment où nous parlons? Si je m'en tiens au Sénat tel que nous l'avons eu jusqu'à avant la session de plein droit, nous avions une configuration au Cameroun où le président est francophone, le président du Sénat, deuxième personnalité de la nation, est francophone. Le président de l'Assemblée nationale est francophone. Le président du Conseil économique et social est francophone. Le président de la Cour suprême est francophone. Et lorsque le président de la République est venu créer le Conseil constitutionnel, il a trouvé bon de mettre encore un président du Conseil constitutionnel francophone. Eh bien, nous avons 6 francophones à la tête des institutions structurantes pour un seul anglophone comme Premier ministre. Tout le monde voit très bien que pour un pays qui a ses 2 pieds, un francophone, un anglophone, nous sommes dans une situation de déséquilibre dans la représentation au sein des institutions. Une représentation qui a une fonction symbolique importante. C'est des symboles. Le fait de mettre un président de la Cour suprême francophone, c'est un symbole. Ce n'est pas neutre. Si on avait mis un blanc,
les gens auraient des réactions. Cela ne préjuge pas du ce que le blanc serait incapable de bien faire le travail. Mais c'est un symbole. Donc quand on met un anglophone ou un francophone, les comportements politiques des uns et des autres vont varier en fonction de cela. Il n'est donc pas juste que maintenant on a déjà mis un président du Conseil constitutionnel francophone. Eh bien, nous allons réorganiser le Sénat. C'est la seule institution que nous avons entre les mains pour le moment, en attente de réorganisation. On peut comprendre qu'on ne veuille pas changer le président de l'Assemblée nationale parce que dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, il n'est plus prévu la modification du bureau de l'Assemblée nationale avant les élections qui vont avoir lieu dans quelques mois. Donc, on peut dire, et je fais partie de ceux qui demandent que pour avancer politiquement, parce que vous avez posé le problème de l'approche politique et stratégique dans la résolution de la crise anglophone. Bien sûr, nous sommes tous d'accord, la résolution de la crise anglophone ne peut pas être simplement militaire. Pendant que l'armée fait le travail d'endiguement des forces politico-militaires qui ont des visées de type sécessionniste, il faut que la politique fasse son travail de reconquête des cœurs, de reconquête des esprits, de réaménagement des conditions de notre vivre ensemble. Donc, Or, dans notre vivre ensemble, il y a la symbolique de la représentation des Vous demandez à la majorité du RDPC au Sénat si j'avais une demande, de voter un président du Sénat anglophone. Ce serait de leur dire que, comme le Sénat est une institution dont on change le bureau chaque année, dans un premier temps, on va mettre un premier bureau. Ce bureau, quand il sera en place, le président Biya sera là. Il ne sera pas encore aux élections. Et nous aurons quoi comme configuration? Nous aurons 6 francophones. Changeons cela. Donnons aux anglophones la deuxième personnalité de l'État, en attendant ce que les élections municipales et législatives vont donner et ce que les élections présidentielles vont donner. Si nous donnons aux anglophones la présidence du Sénat, eh bien, nous aurons progressé dans la symbolique. À l'issue des élections présidentielles, si le président nouvellement élu est encore francophone, il sera de bon ton, et je serai de ceux qui vont revendiquer que le président du Sénat reste anglophone. Mais si le président de la République nouvellement élu est anglophone, je serai de ceux qui vont revendiquer que le président du Sénat devienne francophone. Et puis, il n'est pas normal que dans un parlement avec 2 chambres, que les 2 chambres soient contrôlées par la même communauté nationale. Ce n'est pas normal. Donc, quelle que soit la présidence, le président qu'on aura, francophone ou anglophone, il va falloir qu'il y ait un équilibre au Parlement entre la communauté francophone et la communauté anglophone. Que l'une des chambres soit contrôlée par la communauté anglophone et que l'autre chambre soit contrôlée par la communauté francophone. Tout ça par rapport à ce qu'on aura à la présidence de la République. C'est ça qui va concourir à modifier la perception que nos frères anglophones ont sur l'injustice dont ils ont été victimes et sur les efforts que nous pouvons faire pour réparer cette injustice qui est une réalité. Vous êtes bien placé pour savoir que l'environnement politique n'est pas un espace de jeu pour des enfants de cœur. La politique, vraiment, c'est ceux qui ont les bras longs, c'est surtout un rapport de force. Et l'opposition, elle, ne semble pas trop être dans ce jeu de rapport de force. Je vous ai dit... Comment vous êtes en train d'observer cette opposition-là? Comment est-ce qu'elle est en train d'aller à ces élections? Va-t-elle compter pour toutes les propositions, tous les sujets, modestement, je pense, pertinents, et votre vision que vous observez? Quel pourrait être le rôle de l'opposition camerounaise ou des oppositions? Parce que selon certains, il y en a plusieurs. Avant d'aller vers l'opposition, moi, vous savez, je fonde une bonne partie de ma vie politique sur les enseignements des grands maîtres à penser de l'histoire. L'un des grands maîtres à penser de la théocratie chrétienne, qui est Paul, parlant aux Romains, n'a pas laissé que les choses se fassent comme vous êtes en train de dire. Il dit dans Romains chapitre 15, verset 1, que « Mais nous, les forts, nous
Nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts. Nous devons porter les faiblesses. Je vous fais remarquer que vous avez ouvert la Bible. Hein. Et l'apôtre Paul continue en disant, mais la politique n'est pas un environnement de chrétiens non plus. Et non nous plaire à nous-mêmes. Donc, la politique n'est pas un espace d'immoralité. La politique a ses codes, Abel Mbilobé. On n'y va pas pour prendre la communion non plus. La politique ne doit pas avoir des codes qui font en sorte qu'elle devienne la source des problèmes. Vous avez donc vu que nous avons cru que nous pouvons marginaliser une partie de notre corps. Mais cette partie est tombée malade et tout le corps social est devenu malade. C'est la preuve que tout nous est permis, mais tout ne permet pas de bâtir. Donc ceux qui ont cru que, parce que les francophones sont les plus nombreux, ils peuvent tout avoir, eh bien, ils ont créé les conditions pour que le pays, entre les mains des francophones, soit donc inutilisable, soit invivable. Nous devons donc tirer des leçons. C'est pour cela que moi, je ne fais pas la politique qui est basée sur le principe que le rapport des forces. Le rapport des forces, s'il crée l'état de nature, eh bien, la démocratie est une recherche permanente de l'équilibre qui ne nous laisse pas la liberté de considérer que nous pouvons reconduire un anglophone au Sénat, un francophone au Sénat, et reconduire un francophone à l'Assemblée nationale demain, reconduire un francophone. Cette position, on l'a bien retenue. Voilà. Alors, donc, il faut qu'on tire les leçons et qu'on sache que nous devons partager. Venons-en au rôle de l'opposition dans tout cela. Alors, l'opposition n'a pas su se donner les moyens de jouer un rôle important. Permettez que j'ouvre une brèche. Oui. Vous êtes parti du SDF. Évidemment, vous n'adhérez pas au RDPC, même si de temps en temps, on observe quand même qu'il y a certaines positions du RDPC que vous semblez pas forcément défendre et partager. Dans votre qualité aujourd'hui, à quel niveau politique, idéologique, vous, Elie Mbilobé, vous situez-vous? Et comme ça, on revient à la question sur l'opposition. Ben, je suis dans l'opposition. D'accord. Je suis dans l'opposition d'abord parce que... Non, c'est dit. Je voulais juste savoir. Voilà. Si je voulais être dans le RDPC, il n'y a pas... Le RDPC... Votre ami d'enfance, Hervé, comme vous y aurez conduit, vous l'avez dit. Il n'a même pas besoin. Ce que je veux dire par rapport à ça, pour sortir rapidement, c'est que le RDPC est le parti le plus fort. Il n'y a aucune honte à être militant du parti le plus fort. Comment les gens peuvent croire qu'il y a plus de fierté à être militant des petits partis faibles et que le jour où vous quittez le petit parti faible pour aller dans votre environnement politique, vous devez avoir honte. Dans votre environnement politique, les termes liés au football sont de plus en plus courants. Et là, vous me faites un bon contre-pied. Je veux dire que vous reconnaissez vertement que le RDPC est le parti le plus fort, alors que longtemps, l'opposition estime que le RDPC est champion parce qu'il triche aux élections, parce qu'il a les camps, et aujourd'hui, vous dites que le RDPC, c'est quoi? C'est le fruit de ces élections-là? Je vais être honnête envers vous. Allons-y. Je vais être honnête envers vous pour vous dire que pendant longtemps, nous avons cru de façon simpliste, sans nous donner la peine de regarder réellement qu'est-ce qui se passe. Nous avons expliqué nos déboires, nos échecs, par des arguments simplistes, faciles à vendre à l'opinion. La fraude. Mais dans beaucoup de cas, on n'a jamais apporté la preuve de cette fraude. Si vous prenez les annales des contentieux post-électoraux, vous verrez que sur 100 requêtes faites pour la fraude, 1 ou 2 seulement aboutissent. Tout simplement parce que réunir les preuves de la fraude n'est pas quelque chose d'aisé. Ce n'est pas quelque chose d'aisé. Donc le problème n'est pas la fraude. Et lorsque nous avons décidé d'étudier les causes de nos échecs à répétition, nous de l'opposition, globalement, cette étude, je l'ai faite quand je suis sorti du SDF. Je me suis assis, j'ai dit, il faut qu'on regarde froidement et qu'on laisse parler le temps et les événements. Si le message du temps et des événements ne nous plaît pas, tant pis, mais ce sera ça la réalité. Nous avons regardé.
savez ce qu'on a découvert? Non, dites-moi. J'en ai déjà parlé ici à d'autres occasions. Ouais. On a découvert, par exemple, que aux dernières élections municipales, il y avait 28 partis politiques en compétition. 27 contre le RDPC. Les 27 partis politiques-là étaient absents tous dans 115 communes sur 360. Le Cameroun a 360 communes. Il y avait 115 communes où il n'y avait aucun parti de l'opposition. Que le RDPC gagne sans compétir. La même situation, on l'a vu aux élections législatives. Le SDF, qui est le parti qui avait, croyait-on, les moyens de mener le combat contre le régime, on s'est rendu compte à l'examen des faits que le SDF était absent dans 5 régions sur 10. Aucun candidat aux élections législatives. Vu comme ça, vous voyez très bien que, objectivement, nous avons l'obligation de reconnaître que nous avons été aux élections, certes, mais nous y sommes allés dans une situation de faiblesse. Et la faiblesse, ce n'est pas dans le code électoral ou la fraude, non. C'est l'occupation du terrain. Les élections législatives sont des matchs de football qui ont c'est un match de football qui a la particularité de se jouer en même temps sur 85 stades, qu'on appelle les circonscriptions. Alors, ce constat fait, il n'en demeure pas moins. Donc, l'opposition ne s'est pas donné les moyens de gagner les élections législatives de 2013. Elle ne s'est pas donné les moyens de gagner les élections municipales de 2013. Sur les 10 632 conseillers municipaux qu'il y a au Cameroun, toute l'opposition réunie, y compris les partis de l'opposition qui collaborent avec le régime, ensemble, ils ont gagné 1947 conseillers municipaux. Alors, ce constat fait n'en demeure pas moins que des candidatures individuelles prolifèrent, pendant que vous, dans vos différentes prises d'opposition, vous estimez, par exemple, qu'il faut systématiquement mettre une plateforme de l'opposition pour ces élections, conscient, pourtant, des antécédents, des précédentes plateformes qui n'ont pas systématiquement abouti à avoir une forme de cohésion déjà au sein de l'opposition pour le candidat qu'elle-même s'était choisi pour ces élections. Vous savez, les choses ne sont impossibles que quand personne ne les a jamais effectuées. Il y a une époque où il était impossible de voyager à l'air, jusqu'au jour où quelqu'un a inventé l'avion. Donc l'idée que l'opposition ne peut pas faire ceci ou cela est l'expression réelle de la faiblesse d'esprit de ceux qui portent ce type d'idée. J'appartiens à la catégorie des acteurs qui pensent que, parce que nous sommes doués d'intelligence, de la capacité à inventer les solutions aux problèmes que nous rencontrons, nous devons être capables de trouver la formule qui nous permet de jouer pleinement notre rôle dans la conquête du pouvoir. Indépendamment de toutes les cicatrices que vous traînez. Mais l'histoire avance. L'histoire avance. Vous croyez que si j'ai fait une chute quand j'étais à l'école primaire, ça m'empêche d'étudier pour devenir ingénieur à l'avenir? Nous ne pouvons pas expliquer nos malheurs par les événements douloureux que nous avons rencontrés. Elie Bilo peut-il s'asseoir aujourd'hui avec Joshua aussi pour penser, par exemple, à une stratégie commune de l'opposition? Je ne demande que ça. Il ne s'agit pas d'Elie Bilobé. Ce n'est pas un problème qui concerne Elie Bilobé. Moi, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Je serai candidat aux élections municipales et législatives. Ça, c'est une annonce. Mais, même s'il faut être candidat, et qu'il faut être candidat dans des conditions les mêmes qui nous ont fait échouer 15 fois, parce que nous avons l'opposition a déjà échoué à 15 élections, y compris les élections sénatoriales de 2018 qui viennent de se dérouler. Ça fait 15 élections que nous ne gagnons pas. Quand on échoue 15 fois à une épreuve, je pense que on doit s'arrêter et s'interroger. Donc je peux m'asseoir. Comment fait-on schématiquement
pour constituer cette plateforme de l'opposition? Écoutez, Au regard je le disais tout à l'heure. la première chose, Ouais. c'est que nous ayons l'humilité de constater que nos échecs ne sont pas imputables au code électoral et à la fraude. D'accord. Ça, c'est la première des La choses. seconde. Tant que nous allons refuser de seconde, reconnaître ça, Élie. nous sommes mal partis. On a encore d'autres. La seconde, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître que l'adversaire qui est en face, il n'est pas faible comme nous l'avons souvent présenté. Vous voyez, voici les résultats des élections municipales à Douala 5 dans ma commune. Bureau de vote par bureau de vote. L'analyse de ces résultats faite tout récemment par mon ami Ndieu Garemi qui m'accompagne dans le développement nous montre que et puis on continue. les 381 bureaux de vote qu'il y a eu, 381 bureaux de vote, étaient répartis dans 62 centres de vote. 62 centres de vote. Dans les 62 centres de vote là, le RDPC a gagné, c'est-à-dire avec plus de voix que tous les partis concurrents dans 55 bureaux de vote, centres de vote sur 62. Mais en même temps, le SDF a gagné dans 7 bureaux, centres de vote sur les 62. Mais en même temps, quand vous faites dans chaque centre de vote le cumul des voix qui se sont exprimées contre le RDPC, dans les 62 centres de vote, le vote contestataire est majoritaire absolue dans tous les 62 centres de vote. Cette situation est révélatrice des raisons de notre échec. Et ça nous ramène donc à la troisième solution que vous proposez. La troisième solution, qui est de conjuguer les efforts pour endiguer deux phénomènes. Premièrement, la multitude des discours et des actions qui perturbent notre électorat, qui ne sait plus à quel sens se vouer. Vous avez vu, vous voyez les débats là, et les autres dans l'opposition, hein, les autres veulent le fédéralisme qui n'arrive pas à nous expliquer. Les autres ne veulent pas le fédéralisme. L'opposition ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle doit proposer à son électorat. Il faut régler cette question par une grande concertation entre les pairs de l'opposition pour l'élaboration d'une vision homogène qui nous emporte tous, ou alors la majorité d'entre nous, parce qu'il y aura toujours des turiféraires, il y aura toujours les impénitents du mal qui vont choisir de revenir sur les comportements pervers du passé qui nous ont fait. Et c'est là que je voulais vous reprendre. Il nous faut une unité d'action qui permet à chaque parti politique de l'opposition de profiter de ce que l'autre parti de l'opposition peut lui apporter comme concours dans la constitution des listes, dans la mobilisation des ressources financières. Ça, c'est dans l'idéal parfait. Ce n'est pas d'un idéal. Ce n'est pas un idéal. Je vais rapidement. Permettez que je pose ma question. Je dis que c'est dans l'idéal parfait, tout au moins au regard de deux éléments importants qui sont intervenus ces dernières semaines. On a vu la convention du MRC, où le candidat Kamto a dit qu'il est le meilleur tireur de pénalty. On vient de voir le lancement de la campagne du candidat Joshua aussi sous les couleurs du SDF, où il estime que l'opposition, c'est lui. Et que si vous voulez avoir un candidat unique, il faut venir. Pour ne citer que ces deux exemples. Et c'est pour ça que je disais d'ailleurs que votre démonstration est un idéal parfait. Alors, conscient du réalisme, de la réelle politique, conscient des imperfections de cette opposition qui, pour beaucoup d'observateurs, sont caractérisées par l'ego des dirigeants. Quelle est l'alchimie qui va mettre en place une plateforme de ces leaders?
Je vous annonce d'ailleurs que les listes dans le cadre de la plateforme sont en train de se constituer. À Douala 5, nous travaillons La plateforme là, c'est qui? Il y a le SDF dedans, il y a le MRC, il y a, Alors, il y a Keremouna, la plateforme il y a... la plateforme est une stratégie électorale. Elle réunit qui? Qui réunit soit c'est les organisations qui vont donc se mettre ensemble et décider de travailler ensemble, soit c'est des individus, quelles que soient leurs organisations d'attache, soit c'est les deux en même temps. Donc, si les organisations qui ont d'ailleurs été toutes contactées par mes propres soins, par le camarade Hilaire Zipan qui participe, et Dieu merci qu'il... Politiquement, que pèse cette plateforme? Tout au moins sur la dernière carte électorale. Combien de députés, combien de conseillers municipaux? Politiquement, qu'est-ce qu'elle pèse? Mais la plateforme n'est pas là pour rassembler les gens qui sont déjà élus. Elle est là pour aller gagner les sièges de députés prenez n'importe quel autre schéma, essayez de nous permettre d'évaluer ou de sous-peser sa force politique. Non, la plateforme, vous n'évaluerez sa force politique que pendant les élections, proprement dites, et surtout après les élections, compte tenu des résultats et du taux de réussite que les listes de la plateforme auront. Mais ce qui est important à savoir, c'est que les organisations traînent le pied. Il y a quelques partis politiques qui se montrent favorables. Mais à côté des organisations, les militants de nombreux partis politiques sont en train de se retrouver, indépendamment des clivages politiques, à l'effet justement d'aller aux élections ensemble. Parce qu'il s'agit de mettre sur pied une nouvelle culture de la victoire. Alors, je voudrais que vous me... Gagner ensemble, je voudrais que vous essayiez de là dire où hier, chacun cherchait à gagner seul. Un mot sur les candidats déjà déclarés. Prenez au pif, hein, juste un mot pour ceux que vous... Les candidats déclarés. Les candidats déclarés, moi, je considère qu'ils travaillent pour empêcher qu'ils ne se parlent entre eux. Ah bon? Ils travaillent pour se neutraliser mutuellement. C'est pour ça que je leur ai gardé, une fois de plus, cette pensée biblique. Vous serez du inaudible. premier siècle au premier siècle. Parce que les problèmes que nous vivons, il n'y a rien de nouveau. Alors, quelle est la pensée? On n'a plus beaucoup de temps. L'apôtre Paul parlant aux Galates, il leur dit, vous avez en effet été appelés pour la liberté, frères. Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair. Et il leur dit, parlant à ses disciples, car la chair, dans son désir, est contre l'esprit. Et il leur dit ce que c'est que la chair. Il leur dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Il cite, et vous verrez comment ça concerne les politiques d'aujourd'hui. Au-delà de ce qu'il dit, la fornication, les impuretés, les règlements, etc., il parle des inimitiés, querelles, jalousie, division, secte, disputes. Elie Lobert. Vous ne voyez pas... Est-ce que les cœurs des hommes politiques camerounais sont suffisamment tendres pour écouter vos discours bibliques? S'ils n'écoutent pas, ils seront victimes de ce dont ils ont toujours été victimes. Sauf si, parce que c'est une hypothèse que nous ne devons pas éluder, ils ont des intérêts cachés qu'ils n'avouent pas. Parce que l'apôtre Paul leur dit, mais si vous continuez à vous mordre, à vous dévorer les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez anéantis les uns par les autres. Vous ne pouvez pas laisser qu'il y ait une spéculation supposée intellectuelle entre des gens qui disent avoir un adversaire commun et qui vous disent que pour combattre cet adversaire commun, c'est tout, sauf se parler, sauf faire une harmonie entre les méthodes de lutte, une synchronisation des stratégies. Donc, je retiens que vous faites observer qu'en réalité, l'opposition ne travaille pas pour battre le RDPC. Mais je dis que ceux d'entre nous
qui sommes fatigués de perdre les élections. Le peuple du changement, qui lui continue en désespoir des causes à voter quand même pour le changement et qui commence à s'épuiser, à se fatiguer de voir qu'il vote mais le changement n'arrive pas. Eh bien, ce peuple-là, je suis de ceux qui vont l'appeler à changer d'attitude. Alors, Elimbi, nous reste... Ceux qui ne seront pas dans l'union. Il nous reste 5 minutes. Ceux qui ne seront pas dans l'union. J'ai encore peut-être 2 ou 3 seront questions. contre l'union. Et ceux qui sont contre l'union travaillent pour que le système reste en place. Et je vois bien le RDPC boire du petit lait au regard de ces... Ben, écoutez, le RDPC ne peut que boire du petit lait quand il constate que hier, il y avait une prolifération des candidatures individuelles. J'ai encore 3 questions. Et qu'aujourd'hui, il y a une prolifération des mains tendues que personne ne saisit. Cabral Libi tend sa main, personne ne l'a saisi. Akere Mouna tend sa main, elle est toujours tendue. Personne ne l'a saisi jusqu'à présent. Aussi est arrivé, il a trouvé les mains de Akere et de Cabral tendues. Il ne les saisit pas, il demande qu'on saisisse la sienne. La sienne a trouvé que Kamto va tendre la sienne aussi plus tard. Vous avez 4 mains tendues qui sont restées tendues là que personne ne tient. Et vous croyez qu'avec ça, vous êtes en train de travailler J'aime bien pour cette image. la victoire. Alors, j'ai encore 3 questions et on a 3 minutes. Si je peux avoir vraiment des réponses en 45 secondes, c'est vrai, c'est des questions pertinentes. D'abord sur l'ethnofascisme qu'on observe de plus en plus dans le débat politique, dans le débat tout court, et qui s'exprime à travers les réseaux sociaux, souvent les journaux et même dans la rue. Et je vais un peu reprendre cette définition en quelques mots de Hubert Mononzana qui avait fait toute une étude, tout un livre, Peuple noir, peuple africain. L'ethnofascisme, c'est la volonté de puissance du déni ou l'expression de son désir hégémonique qui prend soit la forme de discours théorique, soit celle d'une mêlée ouverte dans la polémique, soit celle d'une organisation systématique sous la forme du mercantilisme conquérant. Un mot sur la question, vraiment en quelques secondes. Le Cameroun connaît l'ethnofascisme. C'est vrai, ça existe. L'ethnofascisme se manifeste au Cameroun par les comportements politiques de certains individus qui articulent leurs agissements politiques sur l'idée qu'ils peuvent conquérir le pouvoir en mobilisant leur groupe ethnique. Sous le prétexte que leur groupe ethnique est démographiquement majoritaire. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont dans des déclarations péremptoires. Ils sont dans des préjugés qui inhibent leur esprit et partant leur ingéniosité politique. Tous ceux qui ont cru que, en s'appuyant sur un groupe ethnique qu'ils disent majoritaire, l'histoire nous montre qu'ils n'ont jamais gagné les élections. Et ils ne gagneront jamais. Parce que voici le 3e recensement de la population. Qui date de? Qui a été publié en 2010. Ok. En 2 mots, allons-y. Ce que ce recensement nous apprend, c'est que la Damawa représente 5,2% de la population du Cameroun. Le centre, 18,2%. L'Est, 4,1%. L'extrême nord, 17,9% de la population. Le littoral, 14,8%. Le nord, 10,6%. Le nord-ouest, 9,3%. L'ouest, 9,2%. Le sud, 3,6%. Le sud-ouest, 7,1% de la population du Cameroun. Vous voyez, quand vous regardez cette architecture, cette répartition du poids démographique de chaque région, et derrière région, voyez une unité ethnique. Quand vous regardez ça, vous voyez qu'il n'y a aucune région qui pèse 20% de la population. Donc le débat est clos, pour vous. Donc, un dernier mot. Tous ceux qui sont en train de s'organiser pour croire que leur ethnie, parce que quand je prends même... On pourra développer autrement. Oui, quand je prends même une région comme l'Ouest, qui pèse 9,2% de la population, à supposons que les 9,2% là, c'est ceux qui sont à l'Ouest, et que des ressortissants de l'Ouest sont hors de l'Ouest pour 9,2% aussi.
Si vous sommez tous les ressortissants de l'Ouest dispersés dans l'ensemble du territoire du Cameroun, vous trouverez 18%. Donc, même si vous avez le vote de tous les ressortissants de l'Ouest, ça ne représentera qu'à peu près 18%, vous ne gagnerez pas les élections. Merci. Donc, tous les partis politiques, tous les acteurs politiques qui veulent battre le RDPC doivent être des acteurs, premièrement, ouverts et bâtisseurs de l'unité. On aurait pu dire un mot sur la journée de la liberté de la presse. Et là, j'écrase une lampe parce que c'était quand même notre journée à nous consacrer. On y reviendra certainement. Un mot sur l'affaire Mida, la fête de l'unité, les problèmes fonciers. On aura certainement l'occasion dans les grandes villes. Mais je pense qu'on a suffisamment fait le tour des questions qui nous préoccupaient ce soir. Et je voudrais vous remercier à nouveau de votre disponibilité et de cette franchise dans les échanges. Merci de nous avoir donné cette occasion de tirer une fois de plus la sonnette d'alarme en disant à mes pairs que ne essayez pas de refaire l'histoire. Merci Elibi. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci à vous également d'avoir suivi Abel Elibi Lobé ce soir, qui était l'invité de entretien avec conseiller municipal. Et d'ailleurs, il a déclaré ce soir, c'est peut-être pas une surprise pour certains, qui sera candidat aux prochaines élections. On ne sait pas encore si ce serait pour les municipalités ou les législatives. Non, je serai candidat aux élections législatives et aux élections municipales. J'ai le choix entre Douala, 5, merci Abel et les Bilobé. On va bien suivre cela. Merci à vous, etc., et à jeudi prochain pour une autre édition de l'entretien avec. Bonsoir.